Bonjour, on se retrouve en début de 2022, donc bonne année, pour parler de The Book of Boba Fett, la nouvelle série Star Wars qui fait suite à la réintroduction de Boba Fett dans l'univers Star Wars dans la série The Mandalorian. Très sincèrement, je pense que Disney a écouté les critiques faites à la postlogie quand beaucoup de gens ont râlé sur le fait de ne pas comprendre ce qui s'était passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc là, ils ont voulu expliquer beaucoup trop, mais vraiment alors beaucoup trop. De manière très logique, on commence l'épisode avec Boba Fett qui sort du Sarlacc. En fait non, on a d'abord un flashback de Kamino, puis un flashback de la reine de Geonosis, au cas où on soit visiblement trop con pour se souvenir que Boba Fett, c'est lui. Enfin, Boba sort du Sarlacc, et là c'est déjà claqué au sol car notre chasseur de primes s'est pris pour une taupe. Il s'est amusé à creuser une galerie dans le sable de Tatooine, sable qui a sans doute déjà été tassé pendant des années, tout en gardant son jetpack et son missile dans le dos. Alors qu'en 2004, George Lucas a décerné un prix à cette vidéo. Man, this is gross. I gotta get out of here. Look at all the freaking glue, man. I don't wanna die in a space stomach. Cool jetpack, man. Give me back my jetpack. I got it from my dad. I gotta get out of here too, man. You died. You're old, man. You suck. I gotta get out of here. Give it back to me. It's mine. Blow button. Sorry, Boba. It was either you. Ce qui me semblait déjà vachement plus logique comme sortie. Bon, ensuite, il faut expliquer pourquoi dans The Mandalorian, c'est Cobb Vanth qui a l'armure, et après l'avoir acheté à des Jawas, et donc du coup, on a des Jawas qui débarquent et qui vont dépouiller Boba Fett et lui piquer toute son armure. Ils vont quand même lui laisser sa combinaison blanche dégueulasse, voilà. Et puis ensuite, il faut expliquer pourquoi il a une tenue d'homme des sables, donc on envoie des Tusken capturer notre très cher chasseur de primes. On revient dans le présent et Boba Fett reçoit des présents de la part de différents notables locaux et on apprend que le maire de Mos Espa s'attend à ce que Boba Fett le paye et que dans le cas contraire, il recevra une petite délégation. Je les ai rattrapés, nous avons entamé des négociations musclées. Merci. Des négociations musclées, c'est-à-dire? Eh bien, des négociations au sabre laser. Boba est très colère que le maire ne paye pas de son tribut, et il va le voir, et c'est l'occasion de voir des robots spots de Boston Dynamics en action. Fait très intéressant d'avoir des vrais droïdes, des vrais robots dans Star Wars. Sauf que la petite sortie en ville se termine par une bagarre avec des hommes très préparés à affronter Boba Fett et Fennec Shand. C'est le maire. Je ne serais pas surpris que vous receviez une autre délégation dans un avenir proche. Boba est blessé dans l'attaque et il est mis dans sa cuve Bacta, donc c'est le moment d'un nouveau flashback. On retrouve Boba qui accompagne le fils du chef Tusken dans le désert pour chercher des melons noirs, des plantes qui poussent sous le sable, et qui contiennent de l'eau du coup. Mais pourquoi du coup le gamin il part tout seul avec 2 prisonniers et un chien bizarre? On sait pas. Au cours de la balade, il tombe sur des malfrats qui attaquent une ferme d'humidité, et quand le malheureux fermier se fait défoncer, Boba détourne le regard. Il a regardé des gens se faire bouffer par leur rancor chez Jabba, il a vaporisé des gens, il a vu son père se faire décapiter sous les yeux, c'est l'un des chasseurs de primes les plus dangereux de la galaxie, mais un coup de crosse un peu trop violent, et c'est dur à supporter pour son petit cœur. C'est un tendre au fond. Après ça, le gamin Tusken et lui se font attaquer par une sorte de lézard géant des sables que Boba arrive à tuer, sans trop de difficultés alors qu'il en a chié la veille contre un tout petit chien. Et en sauvant le gamin, il gagne le respect de la tribu des Tusken. Ça y est, on sait enfin comment Boba est devenu ce qu'il est devenu dans un Mandalorian. Fennec revient au palais de Jabba avec un des assassins envoyés par le maire, et l'assassin avoue que c'est le maire qui l'a envoyé, au moment où il est à 2 doigts de se faire bouffer par un rancor. Rancor qui n'existe pas, puisque visiblement les assassins n'ont pas pris le temps de se renseigner sur les défenses et les moyens de torture qu'avait leur cible. Du coup, Boba rend une petite visite au maire qui dit que ce n'est pas lui qui a envoyé l'assassin, car il n'a pas de mobile et il dépend du bon vouloir de Boba Fett, alors que ce n'est clairement pas ce qu'insinuait son majordome face à Boba dans le chapitre 1. Je ne serais pas surpris que vous receviez une autre délégation dans un avenir proche. Vous osez me menacer. Donc là, clairement, je crois que les scénaristes ont essayé de nous enfumer, c'est clairement du foutage de gueule, parce qu'en gros, ils n'avaient pas d'idée sur comment terminer, ils ont, finalement c'est pas le maire, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, en fait, il semblerait que ça soit des Hutt,
des cousins de Jabba qui ont envoyé les assassins pour reprendre le territoire qui leur appartenait. Alors là tout de suite, là je suis absolument pas d'accord sur ce qu'on voit à l'écran. D'après le wiki, la masse moyenne d'un Hutt est de 1500 kg, soit 3 tonnes de bidoche à porter. La litière fait bien 6 mètres de long par 3 de profondeur à peu près, avec une épaisseur de 20 cm, et si on considère que c'est aussi léger que de l'aluminium et aussi résistant que de l'acier, ça nous fait quand même 9720 kg à porter, soit un total de 12,7 tonnes, soit 0,9 tonnes par porteur. La masse moyenne que peut porter un homme, c'est de 127 kg, le record étant de 501 kg, détenu par Hafthor Julius Björnsson, dit la montagne. Donc non, les 14 clodos chétifs ne peuvent clairement pas porter ce poids, d'autant que je ne compte pas les barres et le fait que ces débiles de Hutt bougent et que ça déséquilibre la charge. C'est con, hein, il aurait suffi de mettre des Gamoréens, des Wookiees ou n'importe quelle autre espèce un petit peu baraquée et j'en aurais rien eu à foutre. Mais là, vous avez collé 14 clampins de 50 kg tout mouillés et c'est de la merde. Qu'on soit clair, je demande pas un réalisme à toute épreuve, on est dans de la SF, et on peut prendre certaines libertés. Mais si t'es un baron du crime et que t'es pété de thunes, t'as deux choix. Soit tu te pointes en Cadillac tuné de la mort de l'espace sur coussin d'air pour montrer que tu pèses dans le game et que t'as de la tunasse, hein, de la moula, soit le plus chétif de tes porteurs est 10 fois plus baraque que le Pékin moyen pour montrer que tu fais flipper les gens. Tout ça pour dire que ces deux Hutts qui semblent avoir envoyé ces assassins sont en fait que des baltringues. Voilà. Donc là, on a juste une démonstration de force de merde, et en fait le truc le plus impressionnant de la scène, c'est un Wookiee noir avec une balafre. Suite à ça, on retrouve un flashback sur les 75% restants de l'épisode, flashback inutile au possible car à la fin du chapitre 1, il était acté que Boba avait gagné le respect de la tribu en tuant le lézard géant et en sauvant le fils du chef. Et donc il était tout à fait possible de faire le lien avec The Mandalorian où on voit Boba avec un Gaddafi en tenue d'homme des sables, puisque globalement il était redevenu un homme libre. Mais non, Disney veut expliquer, donc on va avoir un peu moins de 40 minutes de remplissage avec des Tusken, hein, ces fameux barbares des sables qui se font bolosser par un train à grande vitesse dans le désert. Dans cette séquence, toutes ces 75% du chapitre, il n'y a que dalle qui va. On commence par Boba qui apprend à se battre avec un Gaddafi. Lui, le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie, qui a servi comme homme de main de Jabba, des Gaddafi, il doit en avoir des pelletés dans son Slave One juste pour le fun, parce qu'il a dû en dézinguer des hommes des sables qui venaient faire chier Jabba. Et le Gaddafi, c'est un genre de bâton avec un bout courbé, peut-être éventuellement une lame de l'autre côté, rien d'extraordinaire, ça revient à se battre avec une lance. En fait, il sait déjà faire. Globalement, ce passage, c'est juste pour montrer que ce sont des gentils hommes des sables qui partagent leur culture, alors qu'ils avaient quand même 2 esclaves captifs dans l'épisode d'avant avec qui ils refusaient de partager leur eau. Donc la gentillesse, ils connaissent pas vraiment. Puis le train arrive et ils s'amusent à canarder gratuitement les Tusken. On apprendra plus tard que c'est pour se protéger. Car moi aussi, je zigouille tous les passants que je croise dans la rue quand je reviens de chez Carrefour pour pas qu'ils volent les courses dans mon coffre. Surtout que c'est un non-sens, si tu tires c'est pour te défendre, c'est que tu as déjà été attaqué, or ça semble pas être le cas. Donc ça veut dire que cette attaque est purement gratuite. Mais à ce moment-là, si tu fais une attaque gratuite contre les Tusken, qui sont des gens dangereux, tu t'exposes à des représailles, donc c'est encore plus con. Et d'un autre côté, le passage du train semble assez régulier et assez obvious, on le voit de loin, donc pourquoi les Tusken se postent là, si c'est pas pour faire une embuscade? Donc autant éviter les horaires de passage où passe le train, ou se cacher à l'approche du train qu'on peut voir de très très loin. En fait, dans cette scène, il n'y a rien qui va. Aussi bien les Pikes, puisque c'est eux qui pilotent le train, que les Tusken sont à la ramasse, ils sont tous shootés à l'épice. Même Boba Fett d'ailleurs, parce que Boba Fett il se découvre qu'il a un cœur, hein. Il veut aider ses copains les hommes des sables qui l'ont failli le faire crever dans l'épisode d'avant, et il va voler les soupes des malfrats qu'on a vu dans l'épisode 1, avec un petit caméo de personnage dont on s'en fout complètement. C'est nous les méchants. Il apprend aux Tusken à utiliser les soupes pour attaquer le train, et d'ailleurs il crée un soupe de nulle part. En fait, il y a 5 soupes dans le gang de pirates, il les vole les 5, mais il arrive au camp avec 4. Pourquoi il y en a un qui a disparu, on sait pas, mais c'est le cas. Et tout le reste de l'épisode, il y en a que 4, hein, quand ils vont apprendre à utiliser les soupes, sauf pour l'attaque. Donc les Tusken et Boba attaquent un train qui file à 200 km/h sur le sable, et au passage, je note la précision des Pikes qui sont capables de dégommer une cible fixe dans un véhicule qui tourne à cette vitesse. Bref, l'attaque se passe, le train file jusqu'à être arrêté par Boba, et dès que le train s'arrête, les Tusken arrivent à pied pour le piller. Deux possibilités, soit les Tusken courent très vite, soit ils sont très nombreux, suffisamment nombreux pour être postés tout le long du trajet à intervalles réguliers pour pouvoir prendre d'assaut le train qui roule, qui va à 200 km/h.
Et d'ailleurs, la quantité de Tusken, parlons-en. Dans le début de l'épisode, on voit 20-30 Tusken et entre 8 et 10 qui se font buter lors de la première attaque du train. Si une attaque impacte autant la tribu, pourquoi la tribu reste sur place? À quoi ça leur sert de se faire dégommer comme des poulets s'ils perdent 30% de leur effectif à chaque fois? Ça, c'est débile. Et s'il y a beaucoup plus de Tusken que ça, où est-ce qu'ils sont sur les plans larges? Après l'attaque, Boba fait officiellement partie du clan et suite à une cérémonie et un bad trip, il obtient son propre Gaddafi et sa tenue qu'on voit dans The Mandalorian. Voilà. C'est beaucoup d'expositions pour pas grand chose. Si le chapitre 1 nous permet de placer le décor et d'amorcer des intrigues, le chapitre 2 est complètement inutile car il désamorce les intrigues et il nous rajoute tout un passage avec les Tusken dont on se bat les couilles complètement. À la fin du premier chapitre, ça suffisait à expliquer pourquoi dans The Mandalorian, il avait une tenue d'homme des sables et un Gaddarfis. Il avait évolué entre le chapitre 1 et The Mandalorian. Là non, vous forcez un peu le truc. D'autant plus que il faut passer d'abord par les Jawa, puis par les Tusken, alors qu'il aurait été vachement plus simple que les Tusken utilisent l'armure de Boba Fett comme troc, ignorant complètement sa valeur, pour récupérer quelques merdouilles chez les Jawa. Et puis voilà, c'était fait. Là, ça crée juste des éléments à rallonge complètement pétés du cul. En plus, je trouve que les scénaristes cherchent à nous perdre, hein, et si le maire de Mos Espa est conscient qu'il est maire tant que Boba le tolère, pourquoi lui faire l'affront d'envoyer son majordome faire des menaces déguisées? C'est débile. Je ne serais pas surpris que vous receviez une autre délégation dans un avenir proche. Les Hutt aussi sont une menace merdique, pas de bain de sang dans le business, mais c'est vraiment la particularité des Hutt, c'est même leur spécialité de foncer tête baissée, de tuer tout ce qui bouge quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc pourquoi expliquer qu'ils n'ont pas réagi quand Bib Fortuna a pris la place de Jabba et qu'ils se sont réveillés 30 ans plus tard quand c'est Boba qui décide de prendre la place? En fait, c'était vachement plus simple de dire que Bib Fortuna bossait pour les Hutt et que les Hutt venaient juste s'assurer de l'allégeance de Boba. En gros, ils se foutent de qui est sur le trône tant que ça leur rapporte. Dernier élément, ce n'est pas une critique mais une supposition, durant toute sa période chez les Tusken, Boba côtoie un guerrier non identifié dont la carrure et le fait qu'il possède de faux cheveux longs m'indiquent clairement qu'il s'agit d'une femme. D'ailleurs, j'ai découvert lors de l'écriture de cette vidéo que c'est Johanna Bennett, une cascadeuse qui officie assez régulièrement chez Disney, qui incarne le guerrier, donc qui est une guerrière. Je me trompe sûrement, mais il est assez probable que cette guerrière soit en réalité Fennec Shand, et ça expliquerait la proximité entre Fennec et Boba qui est pour le moment relativement inexpliquée. Car un élément me perturbe avec cette guerrière. Lors de l'attaque du train, elle crache son soupe entre deux wagons pour séparer le train en deux, indiquant une certaine connaissance de la technologie dont les Tusken semblent dépourvus puisqu'ils ont essayé de désosser les soupes dès qu'ils en ont eu l'occasion. Ensuite, dans le train, on a le droit à une démonstration d'arts martiaux de sa part qui semble très éloignée des techniques de combat Tusken. Mais ça se rapprocherait plus de la technique de combat de Fennec. Autre élément, un Fennec, c'est un renard des sables, et Shand, ça ressemble vachement à Sand, hein, qui se traduit par sable. Est-ce qu'on peut y voir des petits indices? Je ne sais pas. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je ne sais pas si j'en ferai d'autres sur The Book of Boba Fett, on verra bien. Ciao!